Journée incroyable, incroyable dans le monde entier. Tout ce qui va se passer à partir de maintenant est complètement inattendu. La victoire, évidemment, de Donald Trump était attendue par plus de la moitié des Américains. Les conséquences de cette victoire sont inattendues parce que Donald Trump est relativement illisible, c'est-à-dire qu'il dit les choses, mais parfois il peut agir à l'inverse de ce que les gens ont cru qu'était l'orientation que serait sa politique pour arriver à un résultat qui permettra d'une part de faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire de rendre à nouveau l'Amérique grande, mais également d'arrêter de s'occuper du monde entier. Que va-t-il se passer du côté de Robert Kennedy Jr.? Est-ce que les Big Pharma peuvent s'inquiéter? Que va-t-il se passer du côté d'Elon Musk et Ron Paul qui vont être impliqués pour essayer de dégraisser, entre guillemets, l'administration folle des États-Unis et de rendre plus efficient toutes les organisations en quelques lettres, le FBI, la CIA, mais également je pense qu'ils vont jeter un œil vraiment très strict sur le Pentagone. On se rappelle qu'au moment du 11 septembre, des centaines de milliards de dollars avaient disparu et comme par hasard, une des trois tours qui est tombée à côté des tours jumelles, enfin les deux tours jumelles sont tombées plus une troisième, contenait l'intégralité des documents de l'enquête en cours. Et le reste des documents était, comme par hasard, dans l'aile du Pentagone qui avait été touchée par un avion dont on n'a trouvé aucune trace, même pas les réacteurs qui ont disparu comme ça par un petit feu dans un jardin. Bref, on sait bien que tout ça c'était n'importe quoi, que c'était monté. Est-ce que, un peu comme les Twitter Files, l'État américain, le gouvernement va aller loin dans cette direction? Jusqu'où iront-ils par rapport au Covid? On ne sait pas, parce que parfois, on a vu par exemple pour les Twitter Files, Elon Musk a préféré ne pas aller trop loin, sans doute pour préserver sa vie, de la même manière qu'il a pris des positions qui ont énormément surpris par rapport au génocide de Gaza, et on verra dans quelle mesure il est véritablement quelqu'un qui soutient la politique qui avait lieu, ou alors c'était finalement une comédie pour obtenir le résultat qui est incontestable maintenant, c'est-à-dire la victoire de Donald Trump avec des équipes nouvelles, jeunes, une nouvelle garde avec les Tulsi Gabbard, les journalistes Tucker Carlson et d'autres. Donc il va y avoir énormément de changements, les Candace Owens, etc. Est-ce qu'il va y avoir pour autant une plus grande liberté d'expression? Certainement. Est-ce que les premiers et seconds amendements vont être inquiétés? Certainement pas. Comment les choses vont évoluer effectivement au niveau de l'IVG, on va voir. Mais une certitude, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. L'élection de Trump est une surprise magique. Déjà, beaucoup de ses conseillers disent que si Trump va être finalement un chef assez magnanime, et il a annoncé qu'il le serait, avec un certain nombre de personnes, eux ne le seront pas. C'est vrai que le 6 janvier, on sait maintenant très bien à quel point tout ça a été manipulé, le fameux 6 janvier 2020, cette soi-disant insurrection de supporters de Trump. Évidemment, l'enquête va être reprise et toutes les personnes qui ont été condamnées injustement, il y aura vraisemblablement de grosses réparations, mais tous ceux qui ont poussé à leur condamnation devraient s'inquiéter.
de la même manière que les réseaux sociaux, ce qui s'était passé avec les Twitter Files, il va falloir expliquer. Il va falloir expliquer également les résultats de l'élection de 2020 dans son ensemble. On voit bien cette fois-ci que, à la fois en Géorgie, mais également en Pennsylvanie et ailleurs, dans beaucoup de ce qu'on appelle les swing states, la victoire de Trump a été forte, mais pas uniquement dans le cadre de l'élection présidentielle, puisque cette victoire est également forte au niveau du Sénat, qui retourne chez les Républicains, le Congrès, dans lequel les Républicains prennent une majorité de plus en plus forte, ce qui veut dire que Donald Trump va véritablement pouvoir gouverner. Il va gouverner sans crainte d'un Congrès ou d'un Sénat qui seront contre lui en permanence. En revanche, Donald Trump va continuer à avoir la presse et un certain nombre de milliardaires contre lui, même si on a vu que, par exemple, le patron du Wall Street Journal, qui est le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, avait d'une part dit il y a quelques jours que son journal ne prendrait pas position, ce qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel, et il a tweeté « Bravo à Donald Trump ». Donc on sent qu'un certain nombre de personnes avaient réussi à anticiper véritablement cette victoire de Trump qui allait être tellement forte qu'il n'y avait pas de moyen d'empêcher. D'autant que, je le dis et je le répète, l'association depuis quelques semaines totale d'Elon Musk aux côtés de Donald Trump, c'est à peine s'il n'a pas concentré toute sa vie là-dessus, a été véritablement importante. D'ailleurs, dans son premier discours, Donald Trump a félicité Elon Musk et l'a qualifié de génie. Et c'est vrai que c'est un véritable génie. Il a été celui qui, je pense, a inquiété tous ceux qui auraient pu vouloir organiser des triches massives pendant la nuit, par exemple, comme ça s'était passé en 2020, avec la suspension de la comptabilisation des votes dans certains États pendant un nombre suffisamment d'heures pour qu'à la réouverture, entre guillemets, des systèmes de comptabilisation, les chiffres soient complètement différents. Donc il y a pu avoir des tentatives, mais cette fois-ci, toutes les erreurs du passé avaient été corrigées de façon extrêmement professionnelle, avec des avocats, avec des techniciens, avec tout type de personnes pour s'assurer qu'aucune fraude ne serait possible. Mais les médias ont véritablement eu un rôle épouvantable dans cette campagne et on le voit quand on regarde les télés, quand on regarde les journaux, quand on regarde les sondages, quand on regarde tout ça. Et c'est véritablement le thème de cette vidéo où je vais lire une de mes lettres Substack. Donc je vous invite à découvrir ces lettres Substack, je vous invite à rejoindre les lettres Substack. Sur Substack, mon nom est Bertrand55, donc vous faites substack.com, substack.com, et mon nom est Bertrand55. Mais vous pouvez me joindre à Bertrand@55bellechasse, Bertrand BERTRAND, @55 bellechasse BECHA2SE.com, et nous pourrons échanger aussi bien sur le miel que sur toutes les possibilités de m'aider. J'ai pas mal de projets en ce moment, j'essaye de développer ce média autour de Substack, j'ai des projets de livres dont je vais parler très bientôt, évidemment il y a la table rouge, mais il y en a d'autres, puisque j'ai quelques personnes qui m'ont proposé de m'aider dans ce domaine et je les en remercie, mais si d'autres personnes peuvent aider et qu'on réussit à structurer les choses, ce serait formidable. Si vous pouvez aider financièrement, si vous pouvez aider également en vous abonnant à cette chaîne, en partageant les vidéos de cette chaîne, en vous abonnant à mon Substack, ou alors en faisant, si vous en avez les moyens et l'envie, des dons sur Substack, sur GoFundMe, Litchi, Tipeee, un peu finalement toutes les possibilités. Vous pouvez également m'envoyer un chèque si vous le souhaitez. C'est très important
Et évidemment, je vous remercie beaucoup si vous pouvez le faire. Mais comme vous le savez, absolument l'intégralité de mes contenus sont gratuits parce que beaucoup d'entre vous n'ont absolument pas de moyens disponibles pour ça. Vous avez d'autres urgences et je le comprends très bien. Mais d'autres personnes ont des facilités et peuvent aider à faire vivre et à se développer le média que j'essaie de créer et qui est un média libre et humain, comme ceux qui me suivent déjà depuis plus de 4 ans ont pu s'en rendre compte. Mes analyses, finalement, s'avèrent vraies, c'est-à-dire qu'à vous lire, que ce soit ce que j'ai pu dire sur le Covid dès le début, en 2019, ce que j'ai pu dire sur la Russie, l'Ukraine, sur les questions de climat, sur les questions de censure, sur Trump, Ben Salman, Xi Jinping, ce que j'appelle les 5 fantastiques, hein, avec Poutine et Elon Musk, sur l'eschatologie en fait autour de Macron, sur le rôle très particulier autour de Macron de personnages comme le pape, comme Netanyahou et d'autres dont je dirai le nom au fur et à mesure. On est véritablement au cœur d'une bataille du bien contre le mal qui va s'accélérer maintenant dans les prochains jours, puisqu'on a un président et une vice-présidente qui détestent évidemment Donald Trump et qui souffrent considérablement, comme tous les gens qui les ont soutenus, de la nouvelle élection de Donald Trump, qui en fait a été élu 3 fois d'affilée, mais n'a eu le poste pour l'instant qu'une fois, et il devrait avoir ce poste pour la seconde fois le 20 janvier. On va voir ce qui va se passer d'ici là. Nous ne sommes pas à la fin de nos surprises. Évidemment, il y a tellement de choses en jeu et il y a déjà eu des tentatives d'assassinat contre Trump, il y a eu des tentatives de destitution contre lui, il y a des dizaines de procès, il y a des attaques dans tous les sens. On peut s'attendre à tout venant des États-Unis, de l'intérieur des États-Unis, mais également venant de l'extérieur. Voilà, bientôt ma suite de vidéos. Alors voilà, je vais vous lire après ma lettre sur les 15 règles d'or du journalisme. Alors c'est assez dense comme lettre, c'est fait d'abord pour être lu, donc c'est véritablement un test, hein. J'essaierai au fur et à mesure de lire à voix haute les lettres avant de les envoyer pour les mettre en ligne, voir s'il existe d'ailleurs des outils pour le faire ou si je trouve des personnes, et j'ai déjà trouvé quelqu'un qui se propose de le faire, la lecture des lettres. Mais voilà, j'espère que vous allez apprécier. Et il est toujours possible, après l'avoir lu, de survoler le texte en rejoignant le Substack. Bonne audition. Dans les écoles de journalisme, le programme de formation dure de nombreuses années et les choses sont relativement exhaustives. Les élèves n'ont pas le temps de s'ennuyer, mais c'est la voie royale qui mène au sésame de la carte de presse, qui offre de nombreux avantages, dont une certaine protection sur la confidentialité des sources et la diffusion de certaines informations ou images, mais également des avantages fiscaux et aussi commerciaux, surtout avec certaines marques. Dans l'automobile, les journalistes ont des avantages, ils ont des réductions supérieures à celles que n'importe qui d'autre pourrait avoir. Mais le journalisme change. Les journalistes deviennent des instruments du lavage de cerveau des masses au service d'une poignée de puissants. Le journalisme, ce n'est plus du tout une vocation, c'est un métier, d'ailleurs un métier qui est relativement déprimé aux 4 coins du monde, sauf sous le parapluie à primes des milliardaires, et pas que des milliardaires, aussi des États, qui directement, avec les fréquences de diffusion, par exemple pour les télés ou pour tout ce qui est téléphonie mobile, des règles fiscales qui sont favorables ou non, avec la TVA par exemple, il n'y a qu'à demander à Mediapart, et le droit, par exemple, de vie ou de mort sur certains médias avec la censure, avec toutes les méthodes en fait que peuvent utiliser les États contre ceux qui leur déplaisent.
que ce soit d'ailleurs en France ou dans pratiquement tous les pays de l'Union européenne. On a vu ce qui s'est passé avec la censure de RT, avec la censure de Sputnik, mais également avec la censure de très nombreux médias ou l'emprisonnement pendant plusieurs jours du patron de Telegram et les menaces très fortes qui ont été faites sur Elon Musk à titre personnel et au travers de son média. Et encore une fois, dans ce domaine, on n'est qu'au début de nos surprises. Alors évidemment, les États disposent aussi de fact-checkers qui sont financés de façon souvent assez biscornue, assez bizarre, pour eux essayer de détruire les lanceurs d'alerte sérieux. Car évidemment, ils ne s'attaquent en général qu'aux lanceurs d'alerte les plus sérieux. Donc on a finalement des bandes organisées entre l'État et quelques milliardaires qui contrôlent les meilleures fréquences TV, radio, les feuilles de chou les plus lues ou de papier glacé au plus fort tirage. D'ailleurs, tout ça appartient à des grands conglomérats le plus souvent, c'est-à-dire une poignée de personnes contrôlent tout, y compris maintenant les réseaux sociaux. Et j'ai appris récemment que les sites porno, qui sont pas à négliger dans le domaine, sont le plus souvent contrôlés par des fonds eux-mêmes possédés par des rabbins américains, comme Pornhub, YouPorn et aussi OnlyFans, par exemple, qui sont les plus gros sites du monde. Donc on voit bien une concentration extrêmement malsaine des outils qui sont devenus des outils de propagande, de lavage de cerveau et de divertissement. Si vous allumez une télé en France et que vous faites défiler les chaînes, absolument quelle que soit l'heure, et vous verrez, vous n'avez que 1 ou 2% des propositions qui sont entre guillemets intellectuellement qualitatives, sinon c'est d'une débilité confondante et ça ne sert qu'à troubler votre esprit, troubler votre capacité à réfléchir. Et d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes personnes qui passent. Et c'est vrai aussi, j'en parle régulièrement, dans les médias de la dissidence qui se refilent, entre guillemets, les mêmes personnes, les mêmes spécialistes, les mêmes battleurs et personnes qui finalement ne sont là que pour vendre des bouquins qui n'ont aucun intérêt. Ils en font 2 par an pour gagner plein d'argent et qui ne vous apprennent rien du tout, mais en revanche qui les enrichissent. Alors sans parler de ceux qui vous vendent des formations sur des produits financiers, voire même qui osent vous vendre des produits financiers de façon tout à fait illégale. Voilà. Il y a pour organiser cette profession, outre des écoles et universités, des chartes, dont celle de Munich, des rédactions, des usages et bien d'autres choses, dont les informateurs, les gorges profondes, on se rappelle du Watergate, des lanceurs d'alerte, ainsi que les investigations, les sujets récurrents qui viennent chaque été, les restaurants sales, la chaîne du froid, les différentes maladies. Bon, il y a des scoops, il y a des exclusivités, etc. Je le redis, presse écrite, presse radio, presse télévisuelle, Internet. Et bien sûr, il y a des conférences, des congrès, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça change et évolue sans cesse au fil du temps, avec une censure et des pressions ciblées sur certains sujets en particulier. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce que je vous dis, c'est qu'il y a des règles qui sont tacites ou qui le deviennent, et elles sont pas intégrées dans la formation des journalistes, elles sont pas intégrées dans les rédactions et dans les médias. Ce sont des règles qui ne sont pas écrites, mais qui finalement assez vite s'imposent. Et on sent quand on regarde les médias que finalement tout le monde respecte les règles en question. Parfois même, quand c'est les gouvernements qui envoient les éléments de langage ou des grands groupes, eh bien, on peut regarder sur des centaines de chaînes les mêmes mots qui sont utilisés au même moment par toutes les chaînes pour être sûr qu'aucun téléspectateur ne peut y échapper. J'aurais voulu, pour faire ce qui va suivre, être assez habile ou moins fou en remplaçant les mots par d'autres à la manière de La Fontaine par exemple. Mais j'ai choisi le langage direct et sans détour. Tant l'application de cette liste que je vais faire de 15 règles et c'est un tremplin ou les oubliettes pour les carrières. Pour les gens les plus médiocres, c'est un tremplin, puisqu'en fait, aujourd'hui, dans la presse, la médiocrité
le conformisme est le tremplin du succès. Et pour les consciencieux, ceux qui auraient une éthique, etc., ce sont les oubliettes, parce qu'il y a des choses à ne pas dire. Et si vous montrez que vous n'êtes pas docile, évidemment, vous devenez dangereux pour le système qui va vous exclure. Pour ceux qui me regardent, là, qui lisent cette lettre ou me regardent, si vous n'êtes ni journaliste ni lanceur d'alerte, ces règles sont également utiles parce qu'elles vous permettent de décoder et de trouver le vrai dans le faux. Les informations ne sont plus emmêlées sur certains sujets, ni même brouillées. Elles sont truquées, mensongères au point d'être inversées, y compris les chiffres et statistiques. Même l'histoire centenaire ou millénaire de l'humanité est travestie et même fausse. C'est un travail d'orfèvre avec un penchant du type talent mis au service de l'escroquerie. On voit bien ce qui vient de se passer pour l'élection américaine, mais ça se passe à chaque fois. Tout est manipulé, mensongé, truqué, etc. Plus personne ne sait où il en est, à part un certain nombre d'individus qui tirent les ficelles ou qui ont accès à de véritables informations fiables, si tant est que ça existe, parce que maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, on peut truquer ce qui est truqué, on peut truquer ce qui semble vrai, etc. On peut créer une interview avec moi qui me parle à moi-même et qui dit l'inverse de ce que je pense, ou quelque chose qui ressemble à ce que je pense, ou avec ma voix, ou avec une voix de femme, ou avec la voix de quelqu'un d'autre. Enfin, et tout ça évolue à grande vitesse. Nous allons véritablement, d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, devant de très 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 mauvaises surprises, et je referai une vidéo sur ce sujet. Si tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant vous paraît fou, alors arrêtez tout de suite d'écouter cette vidéo parce que ce qui suit, vous n'y êtes pas préparé. Et en plus, ce que je vais dire, ce n'est que la pointe de l'iceberg ou une petite bougie pour éclairer un abattoir gigantesque, un abattoir à mammifères dont il va falloir sortir sans réveiller les bouchers et autres équarrisseurs. Et je m'excuse auprès des bouchers et autres parce que ce que je vais décrire, c'est bien pire. Aucune carrière de journaliste en France ne peut se faire sans passer par le tamis strict des règles ci-dessous, et c'est vrai dans bien des pays, comme on a entendu, BBC qui se plaignait du traitement d'informations sur tel sujet, etc., puisqu'il y a encore des rédactions courageuses dans certains médias ou dans certains pays. Alors, je vais donner cet exemple, ces règles, au travers d'un exemple. Mais évidemment, on aurait pu le faire avec plein d'exemples. On aurait pu faire ça avec le climat, avec l'insécurité, avec le genre, avec la mort assistée, que ce soit des anciens ou des bébés à naître, avec la science médicale, science entre guillemets, avec la Russie de Poutine, avec la Chine depuis Xi Jinping, etc., etc. Une seule erreur, un seul faux pas sur un de ces sujets, et une carrière peut être mise au placard, voire même terminée définitivement. Et je pourrais citer de très nombreux exemples, bien plus vite que des frasques sexuelles ou des arnaques financières confirmées et prouvées. Suivez-moi en regard, regardez sur les plateaux télé, et vous verrez toutes ces personnes qui sont tellement puissantes qu'en fait elles échappent à toutes les accusations de ce genre, et pour elles, il y a évidemment une certitude de s'en sortir sans aucun problème parce que tout le monde tient tout le monde. Et j'y reviendrai sur le cas Epstein, Puff Daddy, tout ce qui est showbiz, etc. Tout ça, c'est complètement fascinant. Mais le sujet fondamental est celui d'Israël. Ce que j'essaie de dire, c'est que la justice, alors je retrouve la ligne, donc Poutine, c'est fini, bien plus vite que les phrases sexuelles. Pour cela, la justice, d'ailleurs quand vous vous trompez sur ces sujets, comme Xi Jinping, Poutine, la science médicale, etc., on voit bien tous les médecins dont la vie ont été détruits, tout personnel médicaux. Il y a à la fois une justice et des tribunaux qui vont être extrêmement zélés. Demandez aussi à Fillon. Ce sera une machine puissante
efficace pour rendre la loi condamnée. Et c'est une machine aux ramifications mondiales. On se rend compte que c'est présent dans toutes les couches de la société, dans les entreprises, les administrations et les lieux de justice. C'est-à-dire que quand vous sortez du chemin admissible sur un certain nombre de sujets, le genre, LGBT+, etc., que j'ai cité tout à l'heure, eh bien, vous risquez d'être détruit ou invisibilisé, y compris par d'autres dissidents qui ont décidé de faire abstraction de ces sujets en se disant, après tout, c'est trop dangereux, j'ai une vie confortable, j'assiste encore à des petits dîners en ville, j'ai des piges à droite et à gauche, donc pourquoi est-ce que je prendrais des risques? Après tout, je laisse ça à d'autres suffisamment cinglés pour le faire. Et le problème, souvent, on imagine que c'est lié à des sociétés secrètes, les francs-maçons, les Illuminati ou d'autres, qui travailleraient dans l'ombre et pour obtenir ça. Non, ces gens-là ne sont que des rouages utiles pour assister ou divertir des leurs, mais souvent c'est très futile, parce qu'en fait, le bal des vampires, c'est autre chose, c'est bien au-dessus. Et donc, entrons dans le sujet, celui d'Israël et des positions qui peuvent être prises dans les différents pays sur les actions d'Israël. C'est d'ailleurs l'épée de Damoclès, non d'une carrière, mais d'une vie. Voici les règles. Préalable. Les Hébreux juifs ne sont pas seulement un peuple errant qui s'est installé quasi partout dans le monde, ce sont surtout des bienfaiteurs de l'humanité qui ont tout inventé sans être reconnus à leur juste valeur, car sans eux, le monde serait encore à l'âge des cavernes. Il n'y aurait pas l'usure, il n'y aurait pas Pfizer, il n'y aurait pas la Cour internationale de justice, ni le dôme de fer, ni les PAC, surtout le financement des politiciens américains les plus talentueux, ni le CRIF, surtout le dîner le plus couru de l'année à Paris. Sans parler des pyramides d'Astana, cette ville très surprenante, des affamés de Gaza, des ensevelis de Beyrouth ou des orphelins de Cisjordanie, etc., etc. Rien ne serait pareil. En revanche, les Perses, Iran, les Chinois, les Russes et les anciens royaumes d'Afrique ne sont que des usurpateurs dangereux, surtout les Russes et les Perses. Pourtant, partant de ce préalable fondamental, tout ce qui suit devient une évidence quasi biblique. Les Juifs sont maintenant un peuple qui a enfin retrouvé la terre de ses ancêtres, promise par Dieu. Cette terre est devenue leur État, Israël. Notez que l'injustice n'est pas estompée, car c'est un petit État qui n'est pas encore le grand Israël, celui qui est dessiné sur le drapeau, qui va d'un fleuve à l'autre, du Nil à l'Euphrate, voire même au-delà. Ça dépendra de l'humeur des dirigeants du pays quand le grand Israël aura été obtenu. Mais ce n'est qu'une question de temps. Que les Palestiniens en soient les autochtones depuis l'âge des cavernes, il faut considérer que c'est faux. Comme les livres et cartes de géographie d'avant 1940 qui parlent de Palestine, on en trouve partout du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, parce qu'elles auraient été l'œuvre évidemment d'antisémites fascisants. Alors sachez et ne dites jamais qu'Israël a dans ses racines des actes terroristes de nombreux de ses héros des 150 dernières années. Vous comprendrez pourquoi, je vous le souhaite, en lisant ce qui suit. Oui, regardez le début du XXe siècle dans cette région, vous verrez tout le terrorisme et les gens qui en ont été les auteurs et qui sont devenus des chefs d'État respectés et respectables entre guillemets. Règle numéro 1. Au Proche-Orient, ce sont toujours les Arabes qui attaquent les premiers et c'est toujours Israël qui se défend. D'ailleurs, l'histoire commence toujours avec l'attaque ou l'événement dont les Arabes sont accusés. Ce qui a pu se passer avant n'a aucune importance et l'évoquer n'a pas d'intérêt, sauf le génocide juif par les nazis. Partant de ce principe, on est obligé de dire que les actes d'Israël relèvent de représailles mesurées et imposées par des fous qui ont besoin d'une punition, y compris ceux qui acceptent de servir de bouclier humain. Règle numéro 2. Comme les voisins d'Israël sont responsables de bavures, ils n'ont pas le droit de répondre aux attaques chirurgicales d'Israël,
qui, néanmoins, peuvent être synchronisés avec un très lourd bilan de victimes collatérales fortuites. Car il ne faut pas oublier que les ennemis d'Israël sont capables d'en être les responsables, soit volontairement, soit car ils sont maladroits. Bref, le plus souvent, quand il y a des victimes collatérales, ce seraient des tirs ratés des Arabes palestiniens ou libanais qui expliquent les dégâts sur leurs propres biens et familles. Leurs missiles, d'ailleurs, c'est ça qui est très étonnant, ne font en général que de tout petits dégâts, mais là, subitement, quand leurs missiles se trompent de cible et touchent leur famille, les dégâts sont absolument considérables. Ne dites pas que ça tient pas la route, que c'est pas logique, ni militairement, ni statistiquement. Il faut juste dire que c'est plausible. Ainsi, les médias doivent privilégier la thèse qu'il existe un doute très important et qu'il faut attendre le résultat de l'enquête qui va être diligentée par l'armée israélienne. Évidemment, ça va être privilégié et ce sera imposé par la répétition aux auditeurs. Surtout ne dites pas que c'est Israël qui a fait ça, il y a un doute. Et puis comme il va se passer d'autres événements les uns après les autres, eh bien on aura oublié cet événement-là et pour chaque événement, de fil en aiguille, on considérera que le doute existe en permanence. À l'inverse, si les ennemis d'Israël répondent et qu'il y a des blessés, voire des morts, immédiatement, aucune question, cela s'appelle du terrorisme. Et les médias doivent s'emballer sur le sujet afin que la mémoire collective se cristallise sur cet événement. Ne parlez pas de double standard, de deux poids, deux mesures, etc. Ne faites surtout pas le jeu des terroristes. Règle numéro 3. Quand les règles 1 et 2 sont bien entrées dans les esprits, parce que ça a été répété, il n'y a même plus besoin de s'éterniser sur la litanie des événements, morts, assassinats, etc. Les auditeurs savent maintenant qu'il existe un doute, parce que de toute façon, d'un côté, il y a les terroristes, et de l'autre côté, il y a les gens les plus moraux du monde. Ne l'oubliez pas, ne raisonnez pas différemment. Mais néanmoins, de temps en temps, une piqûre de rappel s'impose. Éventuellement, en évoquant l'emprisonnement ou la garde à vue de quelqu'un qui nierait cette évidence des règles 1 et 2. Règle numéro 4. Israël dispose du Mossad et d'une armée parfaitement renseignée, mais aussi d'alliés dévoués pour l'informer des mouvements de ses ennemis et les frapper, y compris au cœur de villes habitées densément peuplées lorsqu'ils ne s'y attendent pas, y compris après avoir été trompés, comme ça semble avoir été le cas avec Macron pour les Iraniens, pour pouvoir tuer Nasrallah à Beyrouth pendant le sommet de l'ONU avec la plupart de ses généraux, mais également avec de nombreux généraux iraniens. Ainsi, Israël a le droit de tuer les civils arabes, mais également et surtout les dirigeants, dont ceux qui sont les négociateurs officiels de cessez-le-feu, de la fin du conflit et donc de la paix. Il peut même y avoir l'assassinat du chef, puis de la séquence de ses successeurs, sans que cela ne choque, au contraire. Il faut d'ailleurs surtout insister sur le concert de louanges et de félicitations des amis américains, français et autres, qui considèrent que ces assassinats sont des grands succès pour l'ordre futur du monde. L'assassinat de dirigeants politiques ou religieux élus et reconnus doit être la norme pour les pays qui ne se plient pas à l'apartheid d'Israël avec les Palestiniens ou maintenant la tentative d'invasion du Sud-Liban, car ils ont le droit non seulement de prétendre au grand Israël, mais d'en disposer. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer la politique expansionniste d'Israël et tous les moyens sont bons. Pourquoi ? Parce qu'ils ont affaire à des gens qui ont causé le 7 octobre. Et on voit bien, 7 octobre, voilà. Donc si le 7 octobre est l'alpha et l'oméga de toute réflexion sur le sujet, et éventuellement l'Holocauste des Juifs par les nazis, alors tout devient normal. Nous comprenons néanmoins
que cela s'appelle de la légitime défense. Tout ce qui arrive, ces assassinats, ne sont que de la juste légitime défense, car évidemment, Israël n'a pas du tout le choix. Et que, par chance, il a des centaines de milliers de bombes de légitime défense en stock. On ne sait jamais. Si une roquette du Hamas mettait le feu à une meule de foin, cela justifierait bien 1 millier de bombes larguées par des avions furtifs sur des populations civiles qui ont volontairement installé leur refuge au-dessus de tunnels à otages et terroristes gras et lâches qu'ils veulent protéger après avoir voté pour eux. Parce que c'est toujours la même chose. Les terroristes sont gras et lâches, et d'ailleurs ils privent leur population de nourriture, ils s'attachent à des otages, et ils se réfugient sous les hôpitaux ou les habitations de civils réfugiés. Et donc le seul moyen de les atteindre, malheureusement, c'est de tirer sur eux et d'essayer de détruire leurs cachettes. Effectivement, si les hôpitaux sont détruits, si des journalistes sont tués ou autres, eh bien voilà, c'est la responsabilité de ceux qui ne se sont pas rendus. Et ils auraient dû le faire, parce que de toute façon, il y a légitime défense à agir ainsi. Règle numéro 5. Israël est évidemment légitime à user et abuser de la règle 4. Mais les images peuvent faire tache d'huile et inquiéter les âmes les plus sensibles. C'est un danger inacceptable. Si on voyait trop de morts, des corps embrasés, des enfants amputés, voire décapités, des familles détruites, des pleurs, etc., etc. Tout ça, les âmes sensibles, ça pourrait quand même les choquer. Elles pourraient commencer à se poser des questions. Ça pourrait leur sembler véritablement très excessif. Et le danger est inacceptable. Ça pourrait fragiliser les règles 1, 2, 3 et 4. Et donc, il faut, et les suivantes d'ailleurs, si par le plus grand et hasard, il était visible qu'il y a trop de civils morts, parce qu'on parle de 40, 45, 50 000, mais en réalité, il y a au moins 100, 150 000, 200, peut-être 300 000 morts en excès à Gaza depuis un an, par rapport à ce qu'aurait dû être la mortalité normale s'il n'y avait pas eu la guerre, entre guillemets, le génocide d'Israël contre ces populations. Alors n'utilisez pas le mot génocide, évidemment, puisque la Cour internationale de justice est rentrée en hibernation sur ce sujet, et c'est bien normal, puisqu'elle ne rendra son jugement ou son avis que dans 4 ou 5 ans, comme s'il n'y avait absolument pas d'urgence. Ainsi, si par le plus grand des hasards, c'était visible, eh bien, des morts de journalistes aussi, de médecins, il faut immédiatement l'évoquer. Il ne faut pas faire semblant de ne pas le voir. Oui, il se passe ça. Ça a lieu. Il faut que les dirigeants politiques et les médias insistent sur l'appel à la retenue. Mais ils le font toujours en rappelant la règle 1, 2, 3 et 4. Mais qu'également, si les armes continuent à être livrées à un pays qui fait beaucoup de victimes, eh bien c'est normal, car sinon, Israël n'aurait plus les moyens d'assurer sa survie face aux hordes barbares, surtout les méchants Iraniens. Donc il faut continuer à envoyer plein d'armes qui peuvent tout détruire, et il n'y a qu'à regarder les images de Gaza, parce qu'en réalité, ce que fait Israël, c'est se protéger contre les très méchants mollahs iraniens, mais aussi finalement protéger les Français des attentats des dernières années, le Bataclan, Samuel Paty, etc., parce qu'il est bien compréhensible dans la rhétorique de Netanyahou que le génocide de Gaza empêchera à jamais des attentats terroristes en Europe. Ne faites pas semblant de ne pas trouver ça logique. Il faut considérer que c'est une règle immuable. Bref, la réaction de la communauté internationale ne passe à côté de rien. Elle évoque, mais elle rappelle sans cesse que tout s'explique et que il va falloir continuer à aider et à armer Israël. Voilà. Règle numéro 6.
S'il y a un sentiment de ghetto sous blocus, voire d'apartheid ou de génocide, il ne faut pas l'exprimer avant que la justice de la Cour internationale de justice, que je viens de dire, rende un avis d'ici 4-5 ans. Après que de multiples juges et procureurs aient décidé de se déporter d'un tel dossier aussi explosif, et qu'il soit remplacé par des juges plus aptes à obéir aux injonctions légitimes et fermes des amis d'Israël, et ils sont nombreux. Évidemment, on conclura que personne n'a jamais fait pression sur eux, seuls les Russes le font. Il faut juste expliquer que si c'est long, interminable, c'est que la justice suit son cours, mais qu'il ne faut surtout pas attiser la haine, questionner la justice et utiliser des mots excessifs comme le mot génocide qui n'ont été créés que pour défendre Israël ou parler de guerre en Afrique qui ont fait des millions de morts. En dessous de millions de morts, qui oserait parler de génocide? C'est ridicule, évidemment. Que ce soit en Angleterre ou en France, où vous êtes regardé vraiment d'un très mauvais œil. Si vous osez dire que le ghetto sous blocus de Gaza, dans lequel tous les jours des centaines de personnes meurent sous les bombes et d'autres centaines meurent de faim et des conséquences des blessures, du bruit, etc., eh bien, ce n'est pas un génocide. Pourtant, on les a privés d'eau, on les a privés de nourriture, on les a privés de soins, on les a privés largement d'Internet, on les a privés de perspectives, on les a privés de leur famille, de leurs enfants ou de leurs parents, ou que sais-je encore. On a fait des dizaines de milliers de prisonniers, mais tout ça, c'est normal. J'y reviendrai dans les règles suivantes. Règle 7. Les Palestiniens et les Libanais ont le droit de faire la guerre, mais sans armes ni stratégie. Par exemple, s'ils utilisent des tunnels, c'est très mal. Ils doivent se présenter, puis se battre contre des avions furtifs et des chars ultramodernes au cœur de No Man's Land sans cailloux, le torse nu et les mains sur la tête avec des habits colorés afin d'être ciblés plus facilement. S'ils résistent, s'ils essayent de faire autrement, c'est que c'est des méchants terroristes qui vont être responsables de toutes les conséquences de ne pas vouloir se battre dans un no man's land. S'il y a des tentes à moins de 20 km de l'endroit où ils ont décidé de se battre dans un no man's land, il peut quand même y avoir d'importants dégâts collatéraux. De la même manière, si par hasard l'armée la plus morale et efficace du monde ne réussissait pas à protéger des soldats, au point que certains soient capturés, ce n'est pas autorisé. Car avant d'être militaires, les Israéliens, ce sont des civils, des fils, des maris et parfois des pères. Comment peut-on les traiter comme de simples soldats? Comment les Arabes pourraient être si inhumains qu'ils capturent de jeunes soldats souriants et animés et aimés par leurs familles et amis? Drôle au point de se déguiser en femme avec des sous-vêtements sexy trouvés dans des décombres ou jouer avec des jeux d'enfants qu'ils mettent ensuite dans des toilettes. Enfin, franchement, ces gens ne font que détruire de temps en temps des mosquées, des écoles, mais également des hôpitaux. Ils ne méritent pas d'être pris en otage. Ils ont des familles qui les aiment, ils ont un pays qui les aime, ils ont un nom, ils ont un prénom, ils ont une histoire. Ils s'occupaient de faire traverser la rue à des personnes âgées régulièrement. Ils avaient des bonnes notes à l'école, ils ont écrit des poèmes. Bref, il faut que tout le monde retienne le nom et le visage du ou des soldats israéliens prisonniers, autant que ceux des civils, et même créer la confusion. Car c'est pareil. Il faut qu'ils deviennent des héros de l'humanité, car ils le sont évidemment. Règle numéro 8. Tous les Palestiniens et Libanais qui mangent ou boivent presque à leur faim et soif et sont quasi valides ou légèrement amputés ou ébergnés représentent un danger. Il faut les mettre nus, puis les ligoter, puis les enfermer. Il y a forcément un motif, même a posteriori. S'ils se plaignent à haute voix de leur traitement, eh bien voilà, vous avez trouvé le motif. Ainsi, on doit expliciter que les Israéliens ont le droit d'enlever les Palestiniens sans laisser de traces. Parce qu'ils vont quand même pas faire l'administration de milliers de personnes qui sont sans papier et qui sont dans un ghetto dans lequel il n'y a plus d'administration, il n'y a plus d'archives, tout a été brûlé. Ainsi, cela permettra de démasquer leurs proches et leurs réseaux. Le chiffre officiel, d'ailleurs, est de 12 000 prisonniers comme ça, capturés sans aucune raison. Mais
d'autres parlent de 25 000 ou 35 000, sans parler de ceux qui ont été abandonnés morts ou quasi morts sous des décombres et des gravats, après avoir été écrasés vifs par des chenilles de chars. Mais inutile de décrire trop fièrement l'efficacité du ratissage de Gaza, parce que les âmes sensibles ne comprennent rien aux actes du futur prix Nobel de la paix, que sera le binôme Macron et son ami Benjamin Netanyahu. Pourquoi ils seront prix Nobel de la paix? Parce que depuis des mois, ils se chamaillent, ils se bataillent l'un l'autre par leurs petites phrases, leurs déclarations, etc. Mais ils vont mettre fin à cette bataille, ils vont s'entendre. Ce sera la fin de leur chamaillerie cathodique et leur exemplarité méritera évidemment un prix Nobel. Les charniers immenses découverts n'ont évidemment rien à voir avec une armée aussi morale que celle d'Israël. Y songer, c'est criminel et pénalisé, il faut le répéter. S'il existe des images de charniers, de Palestiniens tués, ligotés d'une balle dans la tête, c'est forcément le fruit d'IA iranienne ou russe, ou de mise en scène orchestrée par les mêmes. Israël n'a jamais besoin d'apporter de preuves ou de soupçons tangible de la culpabilité des personnes emprisonnées ou de son rôle dans des charniers. Personne ne peut d'ailleurs imaginer qu'il pourrait être coupable, et si tant est qu'ils acceptent du bout des lèvres de faire une enquête, de toute façon, elle ne sera jamais conclue. Comme pour Notre-Dame, Nord Stream ou autre. C'est toujours la même chose, les coupables courent et sont libres. Mais je vous rappelle que de toute façon, au début de ce génocide, il avait été dit que les soldats pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient, ils ne seraient jamais mis en cause. Si les personnes emprisonnées meurent avant de passer devant un juge, où ils étaient sans avocat, personne ne doit le savoir. De toute façon, ils ne sont personne. Les corps peuvent être conservés des années dans des chambres froides. Ils seront rendus aux familles quand elles seront décimées. Donc personne n'ira à personne et personne ne s'en plaindra. Finalement, ne sont dans les ruines de Gaza que des enfants psychologiquement détruits et déscolarisés, sans famille, sans nuit calme, sans journée joyeuse, sans nourriture, sans eau potable, etc. Ce sont donc des graines de terroristes orphelins qui sont dangereux dès l'âge de 2 ans. Il ne faut pas l'oublier. N'ayez aucune pitié quand vous parlez de ça. Il faut que les gens comprennent que dès 2 ans, ils sont dangereux. Il faut donc assumer la fermeté à leur égard, y compris par la faim, la soif et toutes les privations. Ensuite, il suffira d'accuser le Hamas de cela, l'Iran et bien sûr, à un moment ou à un autre, la Russie, qui sont responsables du vol de rationnement fait d'ailleurs de produits, quand il arrive de Russie, souvent avariés et peu nutritifs. De toute façon, tout est la faute des Russes et des Iraniens. Parce que la France, elle envoie des bonnes fraises Tagada Haribo, du cornet de beef de porc, et des produits comme j'aime, vous savez, les produits pour garder la ligne, être svelte, etc. Alors la collection 2020, qui était une collection spéciale confinement, évidemment. Sympa, à l'Élysée, ils pensent à tout. Parce que finalement, ils sont confinés, ils ne sont pas dans un ghetto, etc. Ils sont confinés pour leur propre protection, pour ne pas être mélangés avec ces satanés terroristes du Hamas. Règle numéro 9, ne jamais évoquer que l'UNRWA, donc l'Organisation des Nations Unies, est vitale pour la survie des femmes, enfants et anciens qui survivent à Gaza, mais sans cesse rappeler que certains de leurs employés ont été vus souriant avec des terroristes ou les acclamant le 7 octobre. Ils sont donc eux aussi des terroristes, comme leurs milliers de collègues. Il faut donc fermer l'UNRWA et détruire toutes les traces administratives des habitants de Gaza. S'ils ne sont, ils ne seront pas personne. Rappelez-vous la règle précédente, et ça, c'est dangereux, car c'est réservé à la règle 6. Idem avec les autres organisations humanitaires, les journalistes, les personnels médicaux, eux aussi sont factuellement alliés de terroristes, comme le procureur de la CPI et ceux de l'ONU ou à l'UNESCO, tous ceux qui utilisent le mot génocide et parlent de catastrophe humanitaire. Il va suffire de falloir trouver dans leur vie des histoires de sexe, de violence et d'argent afin de les détruire et de faire comprendre à d'autres le sort réservé à ceux qui défendent des terroristes
et veulent nuire à un état moral qui ne veut que la survie de l'humanité dans la paix et la joie. Parce que finalement, c'est ça Israël, la survie de l'humanité. Règle 10, il ne faut jamais dire résistance pour le Hamas ou le Hezbollah. Même si Israël est une puissance occupante dans des territoires palestiniens, il ne faut pas non plus expliquer que les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale étaient appelés terroristes par la plupart des médias. D'ailleurs, il a fallu du temps pour les réhabiliter en héros, il a fallu la libération. Avant, la population était divisée, merci la propagande. Cette fois, c'est pas pareil, la télé vous le dit et la règle 10 vous l'impose. Il faut parler uniquement de terrorisme. Règle 11. Dans le cas du Hamas et du Hezbollah, si la règle 10 ne suffit pas, il suffit de rappeler qu'ils sont soutenus par la Syrie et l'Iran. Ils sont donc partie prenante de l'axe du mal. C'est ce qu'il fallait démontrer. Ils sont donc des terroristes liés au pire islam du monde, celui des mollahs iraniens, et ceux qui osent interdire une fille qui se balade quasi à poil dans la rue, avec des caméras là fortuitement en plein hiver, alors qu'elle est étudiante et qu'elle n'a aucune raison légitime de faire ça. Mais au moins, les images prouvent qu'elle n'a pas été battue, qu'elle n'a pas été enquiquinée et qu'elle faisait véritablement ça pour essayer de provoquer et obtenir une réaction inverse. Sinon, on oublie souvent que la Syrie est laïque, mais c'est pas grave, ils ont tué des bons terroristes aidés par la France et ont des liens avec la Russie du méchant Poutine. Ce sont donc eux aussi des méchants. Iraniens, Syriens, même combat, c'est des méchants. Par translation, le Hamas, le Hezbollah et ceux qui les soutiennent ou les apprécient sont donc à abattre sans pitié. D'où ce qui se passe au Liban, en Syrie et en Iran, les assassinats ciblés, les bombardements, etc., etc. Idem pour ceux qui ne les dénoncent pas. D'ailleurs, Netanyahou appelle un soulèvement au Liban. Pas moins, faites une révolution de couleur. Sinon, le pays sera détruit. C'est-à-dire, si vous ne nous livrez pas le Hezbollah, tous ceux qui survivent du Hezbollah, eh bien, vous aurez le même sort que Gaza. Il dit ça à la télé ? Aucun problème, parce que c'est normal. C'est le droit de se défendre et de se protéger. Tuer des millions de personnes, c'est normal. On sait très bien qu'il fallait détruire l'Irak et tuer des millions de personnes pour leur apporter la démocratie. On voit le résultat également en Libye, on voit le résultat partout. C'est normal. En France, ceux soupçonnés ou accusés de terrorisme ont le même sort avec leurs familles et leurs proches. Bref, de toute façon, la notion de terrorisme s'élargit à celle de haine et tout ça va permettre d'enfermer quasiment tout le monde. Règle 12. On peut constater factuellement qu'Israël est soutenu par les États-Unis, la France également, toute l'Europe. D'ailleurs, personne ne le nie, au contraire. C'est en période électorale à celui qui sera le plus prosélyte sur le soutien sans faille à Israël, y compris face à un peuple désarmé et enfermé dans un ghetto étanche et sous blocus de tous les côtés. L'allégeance à Israël est bien vue, même nécessaire. Les milliards affluent et un pont aérien d'armes est incessant. Néanmoins, il faut s'appliquer à minimiser comment cela se traduit sur les plans économiques, militaires et sociaux pour rendre exponentielle la dissymétrie des forces en présence. Il ne faudrait pas que les gens réalisent qu'il y a un moucheron qui est attaqué par un char extraordinairement puissant. Il faut donner l'impression que c'est équilibré, que c'est une guerre, c'est pas un génocide, c'est pas un massacre, c'est pas une boucherie. Donc il ne faut pas évoquer tout ce qui pourrait montrer la dissymétrie. En effet, l'aide à Gaza, elle, est quasiment inexistante. Mais en revanche, il faut rappeler la règle 11, que c'est normal. Donc personne ne doit réaliser que le monde civilisé aide un pays riche à écraser totalement un ghetto sous blocus depuis des dizaines d'années, dont les habitants, bizarrement, refusent encore et toujours de quitter la terre de leurs ancêtres. Terre qui, au fil des ans, est réduite à peau de chagrin au prix d'expropriations musclées et de colonisation sans frontières. Les colonisations ne s'arrêtent jamais. Si les gens le savaient, personne n'utiliserait le mot guerre et il y aurait eu le risque d'entendre plus souvent le mot massacre, crime contre l'humanité ou génocide.
Bref, tout doit être fait pour que le conflit semble équilibré. Il s'agit donc de parler de l'aviation du Hamas, car il y avait 3 ULM, de la marine du Hamas, car ils ont des palmes, des tubes de bambou, des bateaux de pêche, éventuellement des matelas gonflables, mais aussi des alliés du Hamas, des milliards de dollars que cacheraient les dirigeants du Hamas. Bon, Sinwar n'avait pas mangé depuis 3 jours avant sa mort. Toute la famille Danier avait été assassinée à Gaza avant que lui ne le soit à Téhéran, etc., etc. Mais tout ça, on n'en parle plus. Il fallait les diaboliser. Maintenant, ils ont été suffisamment diabolisés. Quand ils ont été tués, ben voilà, ça paraissait formidable pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'était presque une chance pour ceux auxquels ils avaient décidé de consacrer leur vie. Il faut aussi insister sur les tirs de roquettes. Si par hasard elles atteignent quelque chose, décrire comme inhumain et trouver des riverains pour décrire l'atrocité de leur vie à cause de tels voisins, même s'il y a le dôme de fer. Ben oui, il y a des roquettes. On se rappelle de déclarations de certains hommes politiques qui se disaient mais quel est le stratège qui envoie des roquettes qui ne font même pas des entorses à des poulets dans 90% des cas. Bon, ce qui veut dire que dans 10% des cas, ça peut être un petit peu plus grave, voire même, semble-t-il, depuis que ce sont des roquettes du Hezbollah, bien plus délicat. Est-ce que le Hezbollah reçoit des armes efficaces de la part des Iraniens ou des Russes, ou même qu'ils ont été capables de les produire eux-mêmes? On le saura à un moment ou à un autre. Bref, de toute façon, on ne doit pas se demander comment vivaient ensemble les Palestiniens et les Hébreux et etc., 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 avant la création d'Israël et même pendant de nombreuses années après la création d'Israël, avant les murs et les barbelés. Aujourd'hui, on doit considérer qu'il faut un mur, des barbelés, des no man's land pour que tout ça soit possible et pouvoir évidemment utiliser des avions furtifs et des bombes très lourdes pour calmer les importuns. À cet égard, il faut aussi faire un autodafé de tous les livres étonnamment antisémites et révisionnistes qui décrivent comme paisible et heureuse la vie d'antan dans cette région idyllique. Non, ça n'a jamais été paisible. Ces gens sont des animaux humains, évidemment. Oh là là, ça c'est la règle 12. Règle 13, depuis la création de l'État d'Israël, il y a eu de nombreux avis rendus par la Cour internationale de justice, des décisions de l'ONU, des demandes d'émission de mandats d'arrêt par la CPI contre les dirigeants israéliens. Ceux du Hamas et du Hezbollah sont tués sans être jugés. Néanmoins, si parfois il faut parler des colonies, il faut insister sur le rapport économique et urbain, sur l'impossibilité de cohabiter, car les Palestiniens ne le veulent pas. Bref, laisser le brouillard sur l'existence de résolutions de l'ONU, de violations du droit international, les conventions de Genève. De toute façon, c'est trop compliqué et l'actualité est si dense que personne ne se penche sur de tels sujets. En plus, qui veut réaliser qu'Israël pourrait être le méchant dans la véritable histoire des faits, alors qu'il est si agréable de se laisser bercer par leurs contes de fées F-E-E-S. Comme les méchants en face sont très méchants, et des bons si bons et moraux du côté du régime de Tel Aviv, eh bien, il faut être clair sur le sujet et éviter au maximum de parler de tout ce qu'a pu dire l'ONU, l'UNESCO, etc. et de l'intérêt des vétos américains. Bref, dormez tranquille et surtout, ne cherchez pas la piste d'une vérité différente qui pourrait vous condamner à l'opprobre éternel. Laissez-vous bercer plutôt à l'idée qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un dit du mal d'Israël, c'est qu'il est soit paranoïaque, soit fou, soit antisémite. Voilà. Et ça, vous ne voulez pas être dans ce camp-là. Règle 14. N'oubliez pas que nous sommes une civilisation judéo-chrétienne et les musulmans sont nos ennemis, car en eux, le mal sommeille. Pas en tous, mais peu importe. Il faut se méfier, être sans pitié
également dans le traitement de l'information. Par chance, la communauté binationale israélienne est omniprésente dans les médias et parle mieux le français que les Arabes, qui ne peuvent que critiquer les leurs, qui ne sont pas sages, parce qu'invariablement, quand il y a un Arabe qui fait quelque chose de mal, les Arabes doivent venir sur les plateaux pour le critiquer. Voilà. Et s'ils ne le font pas, eh bien, c'est que ce sont vraiment eux-mêmes des collaborateurs, des terroristes, etc. Donc, ils ont intérêt à le faire. Ceci est véritablement une coïncidence ou une impression que les binationaux sont là et qu'ils ont un contrôle des lieux d'influence. Inutile de creuser, de toute façon, c'est interdit. Quoi qu'il en soit, le traitement de l'information doit privilégier des voix amies de certains partisans non terroristes. C'est incontestable et d'ailleurs nécessaire pour sauver le monde libre des hordes barbares qui arrivent et tuent à la hache et au couteau dans nos banlieues. Partout où on les laisse survivre ou prospérer, ils sont dangereux. Allumez vos télés et radios, écoutez les invités, peu importe les chaînes, puis le traitement des informations, vous comprendrez ce qu'il faut faire pour toucher de bonnes piges quotidiennes. Dites que tout ce qui est musulman est fondamentalement un danger, sauf s'il critique les musulmans. Ainsi, en boucle, il est possible pour les voix amies, c'est-à-dire celles qui combattent les terroristes, de rabâcher sans cesse les règles de 1 à 14. Mais il faut sans cesse affirmer que ces voix amies sont neutres. Elles sont juste des amis de l'humanité, des amis de la vérité. Et que, évidemment, même s'ils ont la même binationalité, s'ils ont les mêmes restaurants où ils se rencontrent régulièrement, etc., ils sont exhaustifs dans leur position. D'ailleurs, souvenez-vous que le président de la République ne reçoit pas tous les partis républicains qui ont des députés. Il choisit lesquels, finalement, sont véritablement dans le camp républicain. Donc même des personnes qui ne sont pas accusées d'aucun crime, mais qui défendraient une thèse qui n'est pas celle des amis, eh bien, seront non invités parce qu'ils présentent un danger. Ils pourraient, en direct ou sur le plateau, créer un choc, sortir des règles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et donc de la règle 14. Si on doutait de cela, ce serait à insulter la corporation des journalistes, qui est bien connue pour sa neutralité et son altruisme. En plus, ils ont leur carte de presse. Alors que ceux qui doutent, eux, ne l'ont pas. Donc ne doutez pas. Il reste la règle 15. Règle 15, si vous n'êtes pas d'accord avec ces règles, prenez le temps de les relire, réfléchissez bien. Ça y est, vous êtes d'accord? Non, toujours pas. C'est que vous êtes véritablement un danger. Vous serez donc bientôt puni et enfermé pour avoir enfreint des règles. Vos proches également seront inquiétés, car ils sont forcément complices, au moins tacitement. Ça viendra. Vous serez ensuite inconnu à votre adresse et à votre tour, vous deviendrez personne.